aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour l'avenir de notre continent, les élections en Afrique. Alors que les processus électoraux sont censés être des moments de célébration de la démocratie, ils sont souvent marqués par des violences, des contestations et des pertes en vies humaines en Afrique. Les récentes élections en Tanzanie, en Côte d'Ivoire et au Cameroun ont malheureusement illustré cette tendance. Mais quand pourrons-nous espérer des élections sans mort en Afrique? Nous sommes au studio avec deux analystes, experts qui vont nous aider à comprendre les enjeux et les solutions possibles à cette question que la plupart des gens, des Africains et même des non-Africains se posent. Pourquoi les élections en Afrique finissent par les manifestations, finissent par les morts, la destruction des infrastructures, des routes, des maisons? C'est une question que la plupart des Africains se posent et qui devrait trouver des solutions. Dans cette émission, nous allons essayer de discuter de cela, d'analyser les causes et même se proposer des solutions. Je ne suis pas seule au studio, comme d'habitude, je suis avec des invités et ce soir, nous avons Alfred Kamis Jasna. Il est tchadien, mais il vit ici au Rwanda. Et il est journaliste et il est aussi PDG de Charlegon Media Group. Et il est aussi à Charlegon Media Group, il a beaucoup de médias, ou des organes de presse, Il y a Charlegon Magazine, oui. Et il y a Charlegon Online. Il y a beaucoup de chaînes de Charlegon. Donc, ces médias qui traitent des sujets liés à l'actualité africaine. Je vous rappelle ou je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, que cette émission est produite conjointement avec l'appui de Charlegon Media, Afrimedia Rwanda et Isango Star. Bonsoir Alfred. Bonsoir Madame Solange. J'allais continuer avec notre invité qui sera là bientôt. Il a eu un empêchement de dernière minute, mais il sera ici bientôt. Et donc, tantôt il sera ici. Nous serons aussi avec Albert Ludatsimburgwa. Il est journaliste, il est aussi analyste. Et surtout, il est analyste sur des sujets de l'Afrique, des sujets de la région, des sujets politiques, des sujets sociaux, mais c'est quelqu'un aussi qui fait la promotion de la culture rwandaise. Il sera donc ici avec nous bientôt. Mais on va commencer l'émission avec Alfred. Alors, Alfred, oui. Vous avez suivi avec intérêt, j'ai vu Charlegon Magazine qui a diffusé beaucoup d'articles sur les élections en Côte d'Ivoire, au Cameroun, récemment en Tanzanie. Alors, peut-être tu as une analyse approfondie de ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Pourquoi les élections en Afrique finissent par la perte de vies humaines et les gens se demandent à quand on aura les élections qui sont pacifiques, les élections démocratiques qui finissent avec une célébration, oui. Même si dans certains pays on peut avoir on peut avoir des élections sans casse, sans destruction, mais dans la plupart des pays africains, malheureusement, c'est le cas. Pour vous alors, qu'est-ce qui est derrière cela? Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour cette émission qui va vraiment capter l'attention de la population africaine. Bon, et aussi je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Ce sujet, c'est un sujet très important pour le peuple africain. Le problème des élections en Afrique, quand il y a des élections et que juste après, il y a des conflits, il y a des manifestations, il y a des morts d'hommes, et puis il y a aussi le secteur économique qui prend le coup.
parce que beaucoup des infrastructures sont détruites. Et là, il y a lieu de se poser des questions. Qu'est-ce qui entraîne cela? Et nous le savons aussi, quelques rares des pays, ici en Afrique, organisent les élections sans casse, sans mordant. Et ils sont rares, ces pays. Bon, tel que le cas de la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Tanzanie, ça nous a vraiment touchés. Parce qu'on voit à travers les images qui passent à la télé, que ce soit dans les réseaux sociaux, on trouve vraiment qu'il n'y a pas d'humanité. Parce que là, il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Par exemple, le cas de la Tanzanie, il y a eu plus de 3000 morts. Et la grande question à se poser, parmi les 3000 Tanzaniens morts, quelle sera la justice pour eux, pour leurs parents? Est-ce qu'il y aura justice ou pas? Et d'un autre côté, l'on peut se poser aussi la question, l'institution panafricaine la plus mieux placée, l'Union africaine, qui est chargée de recadrer certains États, ou soit donner son avis, son opinion par rapport aux événements qui se déroulent juste après les élections. L'Union africaine n'a ni condamné ce qui s'est passé en Tanzanie, ni condamné ce qui s'est passé au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire. Cela nous confirme à suffisance que les élections en Afrique sont encore loin d'être démocratiques et vraiment souveraines pour le bénéfice des peuples africains. Mais par exemple, prenons le cas de la Tanzanie. La Tanzanie, normalement, où avant on observait les élections pacifiques en Tanzanie, ça a été comme un choc, où ça a été étonnant de voir les Tanzaniens manifester. Alors, si vous avez pu suivre, qu'est-ce qui est derrière ce changement en Tanzanie, ce mécontentement, la perte de vies humaines et même la destruction, alors que la Tanzanie, c'était un pays qui était connu comme un pays avec des élections pacifiques et transition sans casse et sans problème. C'est que, bon, je vais répondre par rapport à cela, par rapport aux casse et des tensions et tout ça. C'est dû aussi au manque de patriotisme au niveau du leadership tanzanien lui-même. Parce que nous voyons que Madame la Présidente, de quoi elle s'appelle Samia Hassan, qui est une femme qui devrait en principe être touchée par cette masse tanzanienne qui était sortie pour dire non à ces mascarades des élections, mais elle n'a pas pu écouter son peuple. Parce que, bon, d'une manière ou d'une autre, elle est la première responsable de ce pays. Et elle n'a pas vraiment aidé son peuple, mais plutôt elle a cherché à s'imposer par la force. Et nous avons, la grande remarque que nous avons constatée, c'est seulement que pendant qu'elle se préparait pour faire son investiture, c'est en ce moment que l'Union africaine était là pour la saluer. Et c'est ça l'hypocrisie de nos institutions régionales, ou soit de nos institutions panafricaines, qui est l'unique et la grande, l'Union africaine, qui devait condamner ce qui s'est passé. On va revenir sur le rôle de la communauté internationale. Oui, le rôle de la communauté internationale... On va revenir à ça. D'accord, d'accord. Tu disais que l'Union africaine n'a pas condamné les tueries, tout ce qui s'est passé en Tanzanie. Il y a aussi un point très important au niveau des observateurs. Il n'y a pas eu des condamnations au niveau des observateurs de manière libre et indépendante pour que l'opinion africaine ou soit le peuple tanzanien puisse
comprendre de quoi il s'agissait lors de ces élections. Et pourquoi les observateurs se sont abstenus à parler de ça dans leur rapport? Bon, s'ils se sont abstenus pour parler de ça dans leur rapport de manière ouverte, soit via les télévisions ou soit les journaux et tout ça, cela confirme à suffisance que cette élection a été organisée de manière biaisée pour reconduire seulement Madame la Présidente au pouvoir. Alors, le cas de Cameroun. Oui, le cas du Cameroun, c'est un cas vraiment qui marque vraiment l'Afrique aussi, parce que nous savons très bien que le président, bon, élu, bon, pour certains Camerounais, bon, pour nous les observateurs, nous pouvons aussi dire que le président Paul Biya est élu, bon, de manière officielle. Bon, mais de manière du côté de la légitimité, bon, c'est là où ça pose encore des problèmes, parce que le peuple a eu à manifester et tout, par rapport à son adversaire Issa Chiroma, qui était d'abord avec lui dans son régime, qui a travaillé pendant plus de 20 ans au pouvoir, et je crois que ces élections là-bas a capté beaucoup l'attention des Camerounais. Mais le problème où moi je n'oublie pas de mentionner, c'est que ce soulèvement populaire au Cameroun, c'est un ras-de-bol que le peuple voulait exprimer, mais le problème en est qu'il n'y avait pas un leadership solide auquel la population, soit la jeunesse camerounaise, devait s'accrocher pour réclamer le pouvoir de manière libre. Pourquoi je dis ça? Parce que si on essaie de voir Paul Biya, il est arrivé au pouvoir depuis 1982, donc il est parmi, je crois que le premier président le plus ancien en Afrique. Mais n'oublions pas aussi que son adversaire Chiroma, qui revendique la victoire, c'est aussi quelqu'un qui a dans bientôt 80 ans. Donc un Paul Biya dans les 90 et un Chiroma dans les 80, là, il n'y a pas lieu pour la jeunesse camerounaise de se sacrifier davantage par rapport à ça. Parce qu'on essaie de voir, ils sont tous des vieux. Ils sont tous des vieux. Et au niveau du leadership de la jeunesse camerounaise, il y avait seulement que Cabral Libi. Mais Cabral Libi, qui était un jeune Camerounais, qui était aussi candidat à cette élection, devrait en principe chercher à conquérir le peuple camerounais. Mais c'est ce qu'il n'a pas pu réussir à faire. Donc, au niveau du Cameroun, nous pouvons dire que la jeunesse camerounaise n'a pas trouvé son candidat. Mais le fait que la jeunesse n'a pas trouvé son candidat, de l'autre côté, il y avait aussi l'engouement de cette jeunesse de vouloir voir quand même un changement à travers le candidat malheureux Issa Hayatou. Non, Issa Chiroma. Voilà. Paix à son âme, c'est l'ex-président de la CAF, Issa Hayatou. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors en Côte d'Ivoire? Et la Côte d'Ivoire, c'est aussi presque la même chose, parce que la Côte d'Ivoire, on entend le camp du président au pouvoir, monsieur Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir d'abord dans des circonstances de trouble. Et il faut le savoir, parce que quand il était arrivé au pouvoir, il était d'abord dans la rébellion. Oui, il était dans la rébellion, et dans cette rébellion où il était, il y avait Guillaume Soro, qui était là avec lui. Et après cela, ils ont Gbagbo a tendu la main à l'autre, à Alassane Ouattara. Mais en tendant cette main,
Pendant les élections, la France était là. C'est la France qui a installé le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est par des méthodes que nous savons très bien, par la méthode de la force. Malgré que le président Laurent Gbagbo était déclaré par la commission électorale ivoirienne vainqueur de cette élection. Malgré ça, la France a usé de sa force pour évincer le président élu. Donc, voilà, donc c'est ce point que nous pouvons notifier parce que la France, avec les élections en Côte d'Ivoire, la France avait cette même intention de conserver encore le pouvoir dans la main de Alassane Ouattara. Et nous avons vu plusieurs forces étaient sur la place, que ce soit à Abidjan et à Mouskouro, tout ça pour contenir les manifestants. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Oui. Donc vous avez mentionné quelque chose en rapport avec la jeunesse. Oui, vous la avez jeunesse. dit que la jeunesse ne se retrouve pas dans ces élections et elle se coalise avec l'aide des médias sociaux pour manifester. Oui, mais il y a le point aussi très important. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, cette jeunesse elle est vraiment bien informée. Et bel et bien qu'il n'y avait pas eu des jeunes candidats à l'élection, mais ils ont quand même une conviction. Ils étaient même prêts à défendre cette conviction en se rangeant derrière l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Mais vu déjà cette force déployée par le président Alassane Ouattara et aussi le soutien des renseignements français. Oui, parce qu'il faut le noter que M. Ouattara ne devait pas, ou bien il n'allait pas arriver à contenir ces gens sans l'appui des renseignements français pour pouvoir localiser les lieux, les poches des manifestants pour pouvoir les contenir avec des forces. Voilà. Merci beaucoup Alfred. J'accueille au studio Albert. Bonsoir Albert. Bonsoir Sarah. Je l'ai déjà dit, Albert Datsimbourgois, j'avais dit qu'il sera avec nous pour analyser, nous aider aussi avec Alfred à analyser ce sujet qui a une grande importance en rapport avec la fin des élections en Afrique qui finissent par la perte des vies humaines et la destruction et autres choses qui touchent la population de façon négative. Alors, vous avez suivi Alfred, même si vous n'étiez pas ici, vous l'avez suivi, il a essayé de montrer les facteurs qui sont derrière justement cette perte de vies humaines après les élections, les manifestations, la destruction des bâtiments et consorts. Alors, selon vous, vous êtes d'accord avec lui ou il y a d'autres éléments Je dois dire qu'au moment où il commençait, là j'étais en train de négocier le parking. Voilà, donc, du coup, il a mentionné le fait que la jeunesse ne se retrouve pas dans la plupart des pays africains. Il a aussi dit le manque... Ne se retrouve pas dans quoi? Ne se retrouve pas dans la vie politique ou dans les élections. C'est-à-dire les jeunes ne sont pas actifs, ils sont observateurs. Au lieu d'être actifs dans les élections. Il a mentionné cela. Il a aussi parlé de manque de démocratie transparente. Au niveau des institutions régionales ou soit panafricaines comme l'Union africaine qui ne réagit pas par rapport à des tueries juste après les élections, tel le cas de la Tanzanie avec 3000 morts, aucun signe, aucune condamnation. L'Union africaine a quand même fait une réclamation. Non, mais c'est pas d'une... Et la SADC aussi. Non, mais c'est pas d'une forte, mais il devait quand même mettre une pression forte. On va revenir à ça. Même demander l'annulation de cette élection, au moins 3000 morts, c'est trop. Là, nous sommes en train d'analyser les facteurs favorisants, mais on va revenir sur cela. Et il y a aussi le soutien de certains pays
en dehors de l'Afrique qui ont intérêt à ce que l'Afrique ne s'organise pas, comme par exemple le rôle de la France dans la vie politique et économique de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc, ce sont les éléments qu'il a mentionnés, mais peut-être que vous avez d'autres facteurs, selon vous, qui font qu'il y ait des casses après les élections dans la plupart des pays africains, même si, on l'a bien dit, il y a quand même certains pays qui organisent leurs élections et qui finissent bien pacifiquement. Donc, comme le Rwanda. Comme le Rwanda, comme... oui, comme le Rwanda. Ou ailleurs. On peut dire aussi, ça s'est passé au Tchad. Mais bon, malgré, au Tchad aussi, il y a eu des... C'était pas très quelques fort, mains hein? de la France toujours dans ça, parce que au niveau de la zone CEMAC et au niveau de l'Afrique centrale, l'appareil électoral qui gère les élections appartient à la France, appartient à Safran Morpho, une entreprise française para-étatique qui opère dans ces zones. Jusqu'à l'identification, que ce soit les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, les passeports, tout. Mais je crois quand même. C'est ce qui renforce tout ça. Je crois que de toute façon, on a vraiment des situations qui sont, je dirais, qui ont l'air d'être similaires, mais qui sont quand même de loin différentes. Parce que je veux dire, il y a dans l'Afrique francophone, il y a toujours ce qu'on appelle quand même une certaine France-Afrique. Je veux dire, c'est inévitable on ne peut pas ne pas dire que, par exemple, la Côte d'Ivoire en est un des fleurons. Donc, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, la France, c'est vraiment un précaré pour la France, très, très, très proche de la France. Je veux dire, c'est un peu plus loin pour d'autres pays. Bon, ce qu'on a vu maintenant en Afrique de l'Est, je crois qu'on est vraiment ailleurs. C'est du nouveau pour les Africains. Disons que c'est peut-être pas si nouveau, mais la vraie question... parce que c'est une première. C'est une première dans l'histoire par rapport ça, c'est la Tanzanie, mais le Kenya, ça a déjà commencé. Ça fait... Mais il n'y avait pas eu autant de morts que... Oui, non, tout à fait. Donc, on vient de zéro à... Enfin, je veux dire, à ne pas avoir ce genre de choses. Mais tu sais, les vraies questions aussi, c'est... que je sais bien qu'on parle de l'actualité, mais la vraie question, c'est... En 60 ans d'indépendance, quel a été le tracé de ces pays? Ça aussi, c'est la question. C'est la grande question, oui. Oui, parce que je veux dire, parce que maintenant, nous avons on a deux générations déjà. Il y avait des gens qui 30 ans, il y a 30 ans, ils avaient 30 ans. Oui. Maintenant, ils en ont 60. Oui. Et puis, il y a déjà les nouveaux. Oui, donc, quelle a été l'évolution de ces pays, même en matière, je veux dire, politique interne et tout ça? Parce que si on prend... il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire, par exemple? En Côte d'Ivoire, je ne me souviens pas, mais ils sont... Bon, mais même si on prend des... Hein? Je ne peux pas inventer, mais je ne connais pas le chiffre. Non, mais écoute, en fait, bon, la plupart des pays, en tout cas subsahariens, je dirais qu'ils sont sous-peuplés de toute façon. Oui, le plus peuplé, c'est le Nigeria. Oui, mais ça c'est déjà au-dessus. Mais même subsaharien, mais effectivement, le Nigeria, là, mais subsaharien, ces pays sont vides. Je veux dire, un pays comme le Congo, c'est à la taille de 15 pays d'Europe, qui peut-être ensemble ont 500 millions d'habitants. La population de la Côte d'Ivoire, c'est 32 millions. 32 bon, millions. Je veux dire, bon, 32 millions. Et l'Angola, le Mozambique, la Tanzanie, ils sont vides, mais avec toutes les richesses qu'il y a même là-dedans. Je veux dire, toutes ces populations devraient être à un autre niveau. Donc, quand on voit... Alors, pour toi, c'est l'effet de la colonisation qui
suit encore les Africains. Oui, bien sûr. Et, écoute, il y a une chose de toute façon que les Africains doivent se rendre compte. Avant le français, l'ivoirien n'existait pas. Il y avait des nations africaines. Mais l'ivoirien, proprement ivoirien, il n'existe que quand la France décide d'appeler cet endroit Côte d'Ivoire. OK? Comme le Nigérian n'existait pas. C'est une création coloniale. Oui, le Kenyan n'existait pas. Le Tanzanien n'existait pas. L'Ougandais n'existait pas. L'Angolais n'existait pas. Ça avait plusieurs nations. Or, là, je dirais, le projet de colonisation, c'était pour les Européens, c'était des réservoirs dans lesquels ils puisaient de la main-d'œuvre, même qu'ils ont utilisé, même pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. Ils prenaient de la main-d'œuvre et toutes les richesses qu'il y avait là-dedans. Ils n'ont jamais eu une mission de créer des nations. Or, depuis qu'il y a eu la vague des indépendances, on a une faillite des pères de l'indépendance. Parce que ceux qui peut-être voulaient cette indépendance, la plupart des plus brillants parmi eux ont été éliminés. Ceux qui se sont retrouvés à la tête de ces pays, en fait, ils ont failli même leur propre population. Parce qu'ils n'ont jamais pu faire des vraies nations. Oui, par la force des choses, quelqu'un est ivoirien. Par la force des choses, quelqu'un est congolais. Mais il y a à l'intérieur là-dedans, je veux dire, le problème que nous avons ici, un pays qui est juste ici à côté, les Congolais ont un problème même de comprendre qu'il y a des gens qui parlent Kinyarwanda qui sont Congolais. Tu vois? Et je veux dire, avec toute la richesse qu'il y a dans ce Congo, il n'y a aujourd'hui, il n'y a que 100 millions d'habitants. Mais ils sont nulle part. Donc tu vois, je veux dire, on n'a pas créé des nations en plus. Et ces gens-là ont failli, je veux dire, qu'on est au Kenya ou en Ouganda ou ailleurs, les gens ont encore même un réflexe, je dirais, ethnique de leur groupe ethnique, au lieu d'avoir un gouvernement qui en fait comprenne que il y a une population, il faut créer une nation dans laquelle tout le monde est là-dedans. En fait, c'est aussi, une des choses, c'est que, je veux dire, on a adopté directement des systèmes soi-disant démocratiques. Mais qui n'avait pas de base solide, c'est ça que tu dis? Non, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'on pense d'une façon monolithique. Parce que on veut toujours singer, je veux dire, ou bien, je veux dire, copier, soi-disant, une démocratie d'opposition que l'Occident peut se permettre, parce que ça fait 500 ans qu'ils ont pillé le monde entier. Donc, tous, ils sont assis, je veux dire, pendant que eux se font des disputes politiques à leur niveau, ces pays ne sont pas en train de s'effondrer. Il y a 500 ans de pillage qu'ils ont fait du monde qui font que leurs institutions fonctionnent. Ils ont leur banque, leur monnaie, tout fonctionne. On n'a pas ça ici en Afrique. Je veux dire, tandis que, et c'est ça que eux peuvent se permettre. Je dis, je donne l'exemple de la Belgique. Le gouvernement qu'ils ont ici, c'est un gouvernement de coalition. Ils ont fait 16 mois après leurs élections, sans gouvernement. Ils peuvent se permettre, parce qu'ils ont pillé le Congo pendant des années, etc., qui font qu'en Belgique, il y a de toute façon tout qui fonctionne. Donc, tandis que les pardon. Donc, tandis qu'en Afrique, au moment des indépendances, ce gâteau-là, on doit encore le créer. Parce pendant la colonisation, on avait été colonisé. Donc, pourquoi faut-il imiter les Occidentaux de faire une démocratie d'opposition? Pourquoi pas avoir un truc de consensuel? En fait, parce que ça, c'est la formule du Rwanda après 1994. Ça veut dire que pourquoi on va se rentrer dedans alors qu'on devrait d'abord se remettre ensemble? Parce que pendant longtemps, on a eu jusqu'au génocide, donc il fallait remettre la nation. Mais ailleurs aussi, je veux dire, ailleurs, il faudrait aussi que leurs élites comprennent que
c'est un moment opportun, au contraire, de monter toute la société ensemble. Mais Albert, il y a des pays comme le Ghana, tout à l'heure tu demandais justement les pays où les élections ont été conduites sans casse, sans trop de casse, c'est le Ghana, l'Afrique du Sud, le Sénégal à un certain moment aussi. Donc, et pourquoi ces pays en Afrique ont pu organiser leurs élections sans trop de casse. Alors que vous avancez l'idée que la démocratie oppositionnelle n'est pas encore, disons, la population africaine n'est pas encore préparée pour une telle démocratie. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas encore préparée, mais le fait que ce n'est pas une question de la population, c'est la classe politique, parce qu'il ne faut pas oublier, même le Ghana, si on le voit aujourd'hui, mais on est passé d'abord par une prise de pouvoir. À l'époque, même époque qu'on avait à Burkina Faso. On avait Jerry Rawlings qui avait fait un coup au Ghana, qui a amené à un autre niveau. Donc, au moins le Ghana vient de quelque part. Mais même, franchement, même dans tout cela, si on voit que dans ces pays-là où il y a ces élections, combien est-ce qu'ils avancent dans leur économie dans ces pays-là? Je dis, il y a 60 ans, où étaient les pays arabes? Il y a 60 ans, où étaient les pays asiatiques? C'est ça que je dis. Je dis, il y a quand même quelque chose qui, d'un côté, il y a ce que toi tu soulèves, of course, c'est pertinent pour l'instant, parce qu'on a eu ces nouvelles qu'on a eues en Tanzanie et ailleurs, etc. C'est pertinent. Il y a aussi une faillite de la classe politique. Parce que simplement vouloir faire ces histoires d'oppositionnels, mais on est encore à un niveau où surtout cette classe politique, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre côté de la barre d'opposition, tout reste entre eux. Rien ne change pour ces pays-là. Évidemment, le Ghana, c'est peut-être aussi une exception mais je crois que il pourrait aller plus vite et aller plus loin. C'est dans ce sens-là. Bon, maintenant, dans tous ces pays, la France-Afrique, c'est vraiment aussi un autre sujet, parce qu'il y a aussi un problème où il reste quand même la main de la France qui intervient dans la plupart de ces choses-là. Donc, et ça reste aussi un problème de... C'est seulement la France, où il y a aussi d'autres pays qui interfèrent dans les élections africaines? Bah, même au-delà des élections, parce que je veux dire, même maintenant ce qui se passe dans les pays du Sahel, on a vu qu'il y a X changements enfin, il y a une prise de conscience et une prise vraiment d'action aussi par exemple, les militaires dans certains pays. Et qu'est-ce qu'on voit aussi en même temps, c'est que du coup, tout d'un coup, on a plein de mouvements extrêmement islamistes qui sont en train de oui. Or, ces groupements, on le sait aujourd'hui, ils n'existent pas d'eux-mêmes. Ils sont financés. Et c'est ça aussi le problème, c'est que qui est en train de déstabiliser tu vois, dès qu'on a eu des mouvements qui essaient de se redresser, de reprendre les choses en main et d'essayer de rationaliser et de revenir au bon sens même des choses de développement de leur pays, tout d'un coup, ils se font attaquer par des mouvements islamistes, je dirais d'islam extrême terroriste. Albert, vous avez soulevé beaucoup de causes, de facteurs qui font que les élections en Afrique donc ne soient pas pacifiques. Alors, chaque fois qu'il y a des élections qui se préparent dans la plupart des pays, la population a peur. Il y a même des gens qui se déplacent, disent non, si par exemple quelqu'un est d'un pays A, je n'aimerais pas citer les noms, et quand il y a les élections dans le pays A, il va se déplacer dans le pays B en attendant et en observant, en disant je vais revenir. Les choses se calment. Et quand les choses se sont calmes, c'est déjà, c'est comme si c'est prémédité que les élections vont terminer par les casses. Alors, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour, disons, instaurer cette confiance et pour que la population soit apaisée, n'ait pas peur des élections?
Mais si eux étaient clairs, Qui? ces autorités, s'ils étaient clairs et transparents, les gens n'auraient pas ce sentiment. C'est parce qu'ils savent que les gens, si ces gens-là ont ce sentiment, c'est parce qu'ils savent que si quelqu'un qui croit qu'il devait gagner ne gagne pas, et qui provoque, qu'il a les moyens de provoquer ces brutalités, et donc en sachant qu'il y aura une réponse de l'État, par exemple, ou bien si les gens qui sont dans l'État à ce moment-là, et qui voient qu'il y a peut-être une opposition qui est en train de gagner, ça va être ces gens-là qui vont le faire. Donc je veux dire, ce sentiment-là, cette façon-là, c'est ça pour ça que je dis, pourquoi est-ce que la classe politique africaine aujourd'hui, puisque là où on en est dans notre développement, même les pays qui sont plus développés, même ici le Rwanda, etc., qui sont peut-être plus riches, pourquoi doit-on aller dans une opposition? Parce qu'au stade où on a encore tellement à développer. Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, de toute façon, travailler ensemble? Parce que si on ne veut pas travailler ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, les gens croient que quand on est dans l'État, c'est pour manger. Et que maintenant, on mange tout seul. On n'a pas envie de... Parce que sinon, si ce n'était pas pour manger, pourquoi ne pas être ensemble? Est-ce que ce n'est pas cette idée qui fait que les Africains, justement, ne parviennent pas à s'entendre? Chaque fois que quelqu'un est mis dans un poste quelconque, on dit, entre guillemets, que c'est pour manger. Mais c'est pour s'enrichir. Ça a été, justement, ça a été, depuis les indépendances, les 60 ans dont je venais vous parler, c'est ça la faillite de la classe politique africaine. C'est pour ça que le public... Mais encore une fois, c'est ça la faillite dans ce sens où ces pays auraient dû créer des nations. Mais quand on se dit, notre candidat est là, cette fois-ci il est dans le gouvernement. Dans leur tête, ils disent, ma communauté maintenant aussi va manger. Ça, c'est une faillite. C'est la faillite, de cette classe intellectuelle. Tu parles par exemple de l'Afrique du Sud. Écoute, depuis, je dis, l'Afrique du Sud est riche. Pourquoi a-t-on encore de la misère dans ce pays-là? Ça veut dire qu'on a une classe issue de la lutte qui s'est compromis avec la classe, je dirais, de ceux d'origine européenne, et eux mangent, mais si on veut, oui, les infrastructures sont développées parce que c'est un pays, mais la population sud-africaine, pourquoi elle est encore au niveau de pauvreté qu'ils ont? Je reviens vers toi. J'ai vu que tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais ajouter sur la question de la politique de l'opposition et du régime. Bon, la plupart de certains Africains non patriotes ont tendance à dire que voilà, maintenant c'est leur tour de gouverner, ils vont manger et tout ça. Ça, c'est une question de manque de responsabilité. Et c'est aussi... ce n'est pas patriotique de faire ça. Parce que quelqu'un qui aime son pays, qui aime aussi ses frères et sœurs et tout ça, étant déjà en position de responsabilité, doit prendre sa responsabilité de bien assumer son programme auquel il a été élu président. Et c'est là où maintenant il faut aussi noter que sans l'opposition, ça ne sera pas facile. Mais quel sera maintenant le programme de cette opposition? Il faut que cette opposition soit quand même contrôlée par le peuple à travers la société civile. Il faut une société civile bien organisée pour pouvoir chercher à arbitrer. Soit à chaque fois donner son avis par rapport au régime qui gouverne et donner son avis aussi par rapport aux leaders politiques qui, des fois, il y a certains qui se rallient avec le régime en place pour aller au major, comme on le dit. Il y a ceux qui respectent leur programme politique, ceux qui sont patriotes, qui
qui se tiennent mordicus à ne pas accepter d'aller au mangeoire et faire les choses sur le dos de la population. Puisque les gens sont à ce niveau. Maintenant, à ce niveau, le problème c'est quoi? Et c'est pas tous les pays africains. Quelques pays africains seulement ont des sociétés civiles fortes. Donc, on a besoin d'une société civile forte et il faut que cette société soit bien informée. Et le travail revient maintenant aux médias. Et quand on revient aux médias, il faut que les journalistes soient libres d'informer les gens. Et à ce niveau-là, nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau vraiment... Il faut, malgré qu'il y a des médias sociaux et tout ça, mais il y a quand même du travail à faire. Tes commentaires m'amènent à la question de savoir si la démocratie consensuelle dont Albert a parlé tout à l'heure n'était pas une meilleure solution. C'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions, mais à condition que le peuple agisse, à condition que cette démocratie consensuelle là soit arbitrée par le peuple, que le peuple, on écoute le peuple, l'avis du peuple. Par exemple, il venait de souligner par rapport aux 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se sont qui se sont mis ensemble pour pouvoir arracher leur vraie indépendance. Il s'agit du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Ces pays, bel et bien que c'est des militaires qui sont arrivés au pouvoir, mais ces pays puisent leurs forces dans la société civile. Et quand nous essayons de faire une légère comparaison par rapport à cette société civile des 3 pays-là, ils ont un niveau de compréhension très élevé par rapport aux autres. Et c'est ce qui fait que le fait que leurs sociétés civiles sont bien organisées a de l'impact même dans les institutions, que ce soit dans l'armée, dans toutes les institutions de l'État. C'est ce qui a accouché même ces leaders et chefs d'État militaires. Donc, nous pouvons dire en effet que si nous avons une société civile bien organisée, nous pouvons avoir de bons leaders. Parce que les leaders peuvent surgir de n'importe quelle institution. Oui, mais avec quelle société civile? S'il n'y a pas une bonne société civile bien organisée, on ne peut pas avoir. On peut avoir seulement que ceux qui seront prêts à se compromettre, soit à voler l'argent public, et voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont fait des commentaires par rapport à cette émission. Je vais revenir sur la démocratie consensuelle. Elle peut être réalisée en Afrique si et seulement si il y a la société civile. Oui, il y a la contribution active de la société civile. Est-ce que c'est le seul élément ou il y a d'autres facteurs aussi qui pourraient être à la base de la démocratie consensuelle en Afrique? Non, ben évidemment, la société civile va le faire, mais je veux dire, il faut aussi avoir des politiciens qui ont une maturité du politique, parce que après 60 ans, s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a aussi une faillite dans la classe politique. Parce que je veux dire, ok, de toute façon, même les politiciens souvent viennent de la société civile, mais il faut aussi des systèmes où il faut changer même la mentalité, l'approche de pourquoi est-ce qu'on va en politique. Est-ce qu'on doit aller en politique pour manger? Alors là, il y a un problème. Parce que normalement, la politique, c'est justement pour, je dirais, diriger un pays, pour élever le niveau de vie des gens. Donc déjà, même, pourquoi est-ce qu'il y aurait... pourquoi est-ce qu'on... Au Rwanda, il y a... on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de corruption, mais il y a zéro tolérance. Donc, ce qui veut dire que si on vous attrape, en tout cas, on le paye. Évidemment, c'est aussi une école, on ne le paye peut-être pas immédiatement au plus gros degré, mais si on vous rattrape la deuxième fois, là, vous payez plus cher. Donc je veux dire, il y a aussi une éducation de savoir la classe politique africaine, où est-ce qu'elle veut avoir même leur propre société. Parce que si on va en politique pour manger, et qu'on n'est pas en politique pour
élever le niveau du pays qu'on veut servir. Ça veut dire qu'il faut revenir à la case départ c'est le service public. En anglais, donc c'est public servant, c'est service, on est au service du public. Donc les politiciens, normalement, font partie du service public. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Parce qu'ils ne peuvent pas directement sauter à l'étape où est l'Occident. Parce que l'Occident a déjà créé cette bulle sur laquelle ils peuvent aller. Et entre eux, ils mangent. Mais nous, on n'est nulle part. C'est ça que je me demande. Comment? Parce que je veux dire, les pays que nous avons en Afrique, jusqu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne, je le répète, elle est sous-peuplée. Or, elle est remplie de richesses. Donc, je veux dire, normalement, on devrait pouvoir monter tout le monde. Et je dirais, évoluer peut-être dans 2-3 générations à une autre chose. Mais aujourd'hui, doit-on vraiment faire une politique de démocratie d'opposition? Ça veut dire que une fois c'est nous, on fait tout ça, et puis après on va voir les autres qui vont faire tout à fait le contraire, etc. Pourquoi? Je dis, alors que cette classe politique pourrait travailler ensemble et se dire, d'abord élevons les histoires. Mais si ce n'est pas, mais il faut sortir de la tête que si on rentre dans le service public, c'est pas pour manger. C'est pour servir. Merci. Bon, il y a un point là aussi très important que moi je considère d'ailleurs c'est un piège. Excusez-moi, je vais demander à la technique d'afficher le numéro de téléphone. Ok. Oui, pour que les gens puissent réagir, donc, même s'il nous reste quelques minutes. Pour moi, c'est un piège politique tendu par le colonisateur. Les puissances qui ont colonisé l'Afrique. Parce que quand on essaie de voir la politique qu'ils font chez eux, est totalement différente de la politique que nous faisons chez nous. Quand on parle de la démocratie, bel et bien que bon, tout citoyen est libre de créer son parti, mais il y a un problème. Parce que le multipartisme, c'est là qui cause le désordre total. Parce que quand on entend en Europe, on parle des gauches et des droites, au moins il y a deux bornes. Mais si vous ne respectez... Quand il y a deux bornes, au moins il peut y avoir quand même l'entente et l'unité dans ces deux ensembles-là, gauche et droite. Mais en Afrique, on trouve que la plupart des pays ont plus de 100 partis politiques. Avec 100 partis politiques dans un pays, vous ne pouvez pas unir un pays. Mais si vous essayez... Vous ne pouvez pas vous entendre, mais avec deux camps, vous pouvez vous entendre. Mais et c'est ça le grand piège. Et ce piège permet maintenant à l'Occident colonisateur de diviser les gens pour mieux les contrôler, pour mieux contrôler leurs richesses. Voilà en un mot. Alors la démocratie consensuelle, certains disent que ce n'est pas une démocratie. Quand bien même il y a des pays qui l'appliquent, même en Europe, il y a des pays qui appliquent la démocratie consensuelle, mais quand il arrive qu'un des pays ou certains pays en Afrique veulent mettre en place cette politique, on les accuse de vouloir contrôler le peuple. Mais vous savez, hein, il y a, je dirais, l'Occident se vante de dire, vous savez, la démocratie a été inventée en Europe, c'était les Grecs, les Hellènes, comme on dit. Oui, la démocratie grecque existait, mais c'était une société qui était basée sur l'esclavage. Je veux dire, les Grecs ne faisaient rien, ils avaient des esclaves. Donc ils pouvaient se permettre de faire ce qu'ils faisaient. Donc la démocratie avait des esclaves. N'oublions pas, on a de l'autre côté de l'Atlantique la nation la plus émotionnelle du monde qui est basée sur un script, les États-Unis. Quand ils commencent leur soi-disant, ils s'étaient libérés des colonisateurs européens, les choses, et ils créaient une démocratie basée sur la liberté. Mais tous les gens qui ont signé la Constitution américaine étaient tous des propriétaires d'esclaves. Donc, vous voyez, je veux dire,
C'est la même chose. Donc, quand on dit on ne peut pas faire de démocratie, eux peuvent se permettre parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont fait qu'exploiter le reste du monde. Ils ne se sont même jamais excusés de cette histoire. Et ils en vivent encore jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, de dire que nous ne pouvons pas le faire, je veux dire en Afrique, en tout cas pour le Rwanda, il y a une différence. Après 1994, là où on était. Mais ici au Rwanda, il y a combien de partis politiques? Pardon? Il y a combien de partis politiques ici? Il y en a quoi, 5, 6? Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais donc on peut pas prendre. Plus il n'y a pas assez de partis politiques. Non, bon, c'est un système, le multipartisme. Bon, non, mais chez nous, non, en 1994, il faut être clair. Ce fut un choix. En fait, c'est plutôt à partir de 2000, parce que d'abord, entre 1994 et 2000, il fallait d'abord ramener la sécurité dans ce pays, etc., etc. Mais à partir des premières élections présidentielles qui sont en 2003. Mais entre 2000 et 2003, il y a eu d'abord ce qui s'est passé au Rwanda. Les gens qui étaient dans le gouvernement, dans les instances supérieures du pays, ont d'abord fait des consultations des populations. Oui. Un dialogue national. D'abord, partout, au fond, parce qu'on ne pouvait pas aller sur la même constitution qu'il y avait eu avant. Il fallait réformer une chose. Oui. Alors, ces consultations, on peut les consulter d'ailleurs. Hein. La réponse, en général, qui revenait, c'est que les gens n'avaient pas envie de faire un système de multipartisme. Pourquoi? Parce que depuis 1959, la société avait souffert le plus chaque fois quand des périodes de multipartisme. Que ce soit des années 59, 60, etc. Et ils voulaient un multipartisme, un monoparti. Évidemment, comme les FPR avait gagné la guerre, les gens voulaient donner ça à l'FP. Et en fait, les gens se sont mis ensemble et ils ont été plus loin que ce n'était pas nécessaire. Mais au contraire, qu'ils cherchent alors un truc où les gens travailleraient ensemble. Ce qui veut dire que dans ce pays-ci, même si le FPR obtient 90% des voix, ils ne peuvent avoir que 50% des sièges dans le Parlement. Ce qui veut dire que, de toute façon, tout le monde qui a un parti politique est assuré qu'ils vont faire partie du Parlement. Ouais. Dans ce pays-ci, si le président qui a été élu vient d'un certain parti politique, le Speaker of Parliament ou le garde des Sceaux ne viendront pas du parti de ce président. Ce qui veut dire qu'on a toujours une répartition. C'est consensuel. Oui, c'est ça cette démocratie consensuelle. Ça veut dire que ce n'est pas le gagnant prend tout. Ici, c'est impossible. Autre chose qui est très important, c'est qu'à part ça, il y a constamment, en fait, un forum des partis, où les partis, justement, en dehors de... quand ils discutent ensemble de comment on peut avancer. C'est c'est ça, oui. Imaginez-vous, dans les rapports qu'on voit, excusez-moi Alfred, dans les rapports qu'on voit, on dit que le Rwanda n'est pas démocratique, malgré justement ce que vous venez de dire. Oui. Alors, pourquoi d'autres pays imiteraient le Rwanda si, par exemple, ils vont être accusés de vouloir contrôler. Mais je dis, les Rwandais ne vivent pas pour les rapports, ils vivent pour eux-mêmes. Je dis les Rwandais... Les Rwandais n'ont pas de problème, mais d'autres Africains. Oui, mais pourquoi les autres Africains doivent vivre... Non, mais ça, c'est ça la différence. Si eux doivent attendre que l'Occident leur dise si c'est bon ou si c'est pas bon, et voilà où ils en sont. Mais est-ce qu'on voit la différence, le progrès, que ce soit au niveau infrastructure, que ce soit au niveau de développement d'index humain, entre le Rwanda en 1994 jusqu'à maintenant, et vous comparez aux autres pays africains. Ok, tu voulais ajouter quelque chose et puis je lis quelques messages. C'était sur... tu voulais parler du Rwanda, de l'exemple du Rwanda. Oui, par rapport à ce qu'il a dit, je voulais parler par rapport au Tchad, par exemple. Vous prenez un pays comme le Tchad avec plus de 300 quelques partis politiques. Comment on peut réussir à unir le peuple? Il n'y a pas de consensus là. Il y a combien de groupes ethniques dans le Tchad? Nous avons plus de 200 quelques. Voilà.
Tu comprends, c'est ça aussi le problème, c'est que les gens... Mais le fait de laisser d'abord autoriser les citoyens à créer autant de partis, cela aussi contribue aussi... C'est sûr, non, mais en fait le problème... À un pouvoir... bien entendu, mais en fait... autocratique, c'est pas bien. Cela n'avantage pas le pays. C'est sûr. Ça pousse beaucoup plus les citoyens à se diviser et non s'unir. Donc, le vrai modèle pour l'Afrique, c'est beaucoup plus de réduire le nombre de partis politiques, revenir à 2, comme font les Occidentaux. C'est pas que nous allons les copier, mais c'est la meilleure des choses. En Occident, il n'y a que les États-Unis qui ont 2. Et encore. Non, en France, il y a à gauche et les droites. Non, on est presque à la fin de notre émission. Mais ils sont toujours à gauche et à droite. Ils se regroupent à gauche et à droite. C'est un peu fini. On est presque à la fin de notre émission. Il faut que je lise. Il y a Brigitte qui a fait un commentaire par rapport au sujet d'aujourd'hui. Elle a dit, est-ce que tu crois que c'est possible qu'on aura les élections sans casse en Afrique? C'est la question qu'il a dit. Est-ce que tu crois que c'est possible? Il a dit c'est très difficile. Dis à Brigitte qu'il n'y a pas de casse au Rwanda. Parce que l'Afrique... C'est possible, mais il y a des conditions. Parce que les leaders africains ne sont pas élus par les peuples. Ils sont souvent soutenus par d'autres forces extérieures de l'Afrique. Il a dit que s'ils pouvaient venir et prendre de l'exemple du Rwanda, ils pourraient comprendre comment organiser un peu leur pays. C'est ça que Brigitte a dit. Il y a Jean-Marie, il y a Alice qui a dit, est-ce que tu crois que c'est possible? Je vais vous écouter parce que moi, je n'y crois pas. Donc, c'était au début de l'émission. J'aimerais suivre cette émission, mais je ne crois pas qu'il y aura une élection en Afrique qui ne finira pas par les casses, mis à part le Rwanda, justement. Donc, c'était le 2. Il y a Jean-Marie qui a dit que, pour moi, les élections en Afrique, ça va toujours finir comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pessimistes, mais ce sont les alors, quelles leçons à prendre? Quelles leçons des récentes élections de la Tanzanie, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, et que une leçon que les Africains peuvent prendre de cela et essayer de faire la différence. Comme vous avez vu que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Albert, on finit par Alfred. Il faut dire qu'en Tanzanie, c'est quand même une surprise. Parce que je veux dire, on n'a pas connu ce genre de violence auparavant. Donc, pour la Tanzanie, ça devrait être un symptôme qu'il y a quelque chose. Parce que la Tanzanie est un des pays, je veux dire, en matière électorale, a été une des plus stables depuis ces dernières 60 années. Ailleurs, on a déjà vu beaucoup de choses qui sont en train de s'aggraver au Kenya. On a quand même été habitué à ce genre de choses. Depuis même le feu l'Odinga qui est décédé, mais la plupart des fois où il a participé aux élections, il y a toujours eu ce genre de violence. Je veux dire, bon, évidemment, il y a eu une évolution. Donc, je crois que aussi, même nous, prendre l'Afrique comme si c'était un seul pays, ça aussi, c'est compliqué. On est tous africains, d'accord. Mais les réalités du Sahel sont complètement différentes de, par exemple, d'ailleurs, que ce soit même sur la côte, que ce soit, voilà. Et quand on descend ici aussi, on a quand même des situations complètement différentes. Donc, je dirais plutôt, c'est que on a de plus en plus qu'on s'éloigne de l'indépendance, parce que les gens qui ont porté les indépendances africaines, je dirais que
il n'y avait parmi eux des grands penseurs et des gens qui étaient vraiment qui s'étaient mis vraiment au service de leur nation. On a un déficit de ce côté-là, d'avoir dans les jeunes... Que faire? Je veux dire, c'est compliqué parce que c'est une question trop difficile pour dire simplement une réponse facile. Encore une fois, je répète, la plupart des pays ont vraiment des scénarios différents. Donc on ne peut pas faire aussi, nous, comme les Occidentaux, de dire l'Afrique. Donc chaque pays doit se chercher oui, absolument. Et trouver une démocratie. Absolument. Qui est propre. Mais dans ces 60 ans qu'on vient d'avoir aussi, si on a aussi un déficit dans la classe politique, de l'émergence on a aussi eu un déficit dans l'éducation de nos peuples. Parce que je veux dire, le niveau... Donc il faut améliorer l'éducation. Ah oui, parce que aussi, absolument, absolument. Et toi Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup plus un leadership responsable et patriote. Et en ayant un leadership responsable et patriote, on peut contribuer au développement de nos pays africains. Et aussi le côté le plus sensible, c'est d'avoir une société civile forte qui sera toujours prête à toujours apporter des jugements aux politiques du pays, que ce soit au régime, et aussi donner aussi son point de vue par rapport à l'organisation de la politique dans un pays, tel que revoir la constitution, parce que il y a trop le multipartisme en Afrique. Il faut réduire le nombre de partis pour pouvoir amener le peuple à s'unir, que de se diviser. Donc c'est mon approche pour pouvoir mieux aider à ce qu'on puisse avoir de l'espoir, d'avoir des bons leaders pour pouvoir conduire le programme politique. Merci beaucoup Albert d'avoir participé à cette émission. Merci on est à la fin, c'était un plaisir de te voir et on espère que prochainement aussi vous allez participer. Merci aussi Alfred. Merci à vous, on Madame a Solange. parlé des élections en Afrique et selon vos analyses, donc il est possible d'avoir des élections pacifiques en Afrique, mais ça nécessite vraiment des efforts de différents partis, de différentes parties prenantes pour que l'Afrique puisse organiser des élections. Mais la plus difficile chose à faire, c'est de chercher sa propre démocratie, mais aussi pour les leaders politiques d'être des servants de la population, et ils ne doivent pas prendre les postes de décision pour se servir à eux-mêmes, mais ils vont prendre des postes de décision pour servir le peuple. Vous avez aussi souligné l'éducation populaire qui est aussi un élément clé, mais aussi l'organisation de la société civile qui est forte et qui pourrait aussi participer à instaurer des mécanismes de check-balance, des mécanismes de balance entre les instances de prise de décision. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Et merci aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices. Notre émission Leadership d'Impact, c'est mardi prochain. Merci à ceux qui ont participé en envoyant les messages. On sera ensemble mardi prochain. Moi, c'était Solange Ayanoné. Prochainement, au revoir.